Et parce que vous avez dit effectivement que Yolande avait fait adopter son fils par le cardinal de, je ne sais plus son nom, qui était donc le patron du Barrois. Oui. Or, ce cardinal avait, il y avait un héritier effectivement qui pouvait être René d'Anjou, mais il pouvait en avoir d'autres, notamment par les femmes qui auraient pu justifier que le Barrois revienne au comte de Luxembourg. Et donc, il y a eu une négociation entre René d'Anjou ou avec Yolande, probablement, pour échanger son comté de Guise, qui était un riche comté au nord de Paris, contre le Barrois. Parce qu'il fallait absolument que René d'Anjou soit maître du Barrois. D'une part, parce qu'effectivement, ça touche la propriété de son futur beau-père, mais également parce que le Barrois, c'est là où il y avait Don Rémy. Or, il y a eu des transactions, des négociations, et un échange, ça c'est attesté dans les textes, comme quoi on a fait une OPA sur le Barrois pour remettre la main dessus. De manière que René d'Anjou soit le patron. Bon, dans l'hypothèse où Jeanne soit une princesse, donc une fille de Louis d'Orléans et d'Isabeau, oui. Et d'Isabeau. Donc, elle aura été placée là dans la famille d'Arc. Absolument. C'est ça ton hypothèse. Alors, oui, tout à fait. La famille d'Arc, là on va prendre la photo suivante, ce ne sont pas des pauvres paysans, hein, loin de là. Pas du tout. On va prendre la vue 5, hein, qui est la maison des Arcs. Alors, c'est une maison qui a été remaniée parce que donc on voit les fenêtres à meneaux. Là, je montre la maison des Arcs aujourd'hui, Jacques. Hein. Oui, oui. Et donc, on voit des fenêtres à meneaux qui datent de la Renaissance. Donc, admettons que c'était leur maison. C'est absolument pas une maison de pauvres paysans. De laboureurs. C'est presque une maison noble, une maison de hobereau local. Et tu m'as dit, Jacques, que les Arcs sont d'anciens nobles qui ont été déchus du fait qu'ils étaient devenus agriculteurs. Effectivement, il y avait certains nobles qui ne pouvaient pas faire autrement que de travailler la terre parce qu'ils étaient donc ruinés, et le fait qu'ils travaillaient, ils perdaient leur quartier de noblesse. Hein, donc ils ne perdaient pas, mais ils perdaient un certain nombre de privilèges, oui. Voilà, eh bien, il faut dire que quand même, les Arcs ont... alors, trouve-moi la vue 9, la vue 9, qui est le blason. Ils ont quand même un blason, ces gens-là. Hein. Oui. Je suis en train de montrer le blason des Arcs, et que ce blason ne sera jamais repris par Jeanne, soi-disant, d'Arc. Elle aurait pu reprendre ce blason de sa famille. Ah oui. Non. Hein, ça aurait été logique. Ça aurait été logique. Ça aurait été logique. Avec un arc et 3 flèches en faisceau, et au-dessus un léopard. Voilà, donc ça c'est un blason nobiliaire classique qui montre que les Arcs sont nobles, d'anciens nobles, ou peut-être toujours nobles. Voilà. Donc ensuite, on va passer la vue 7. Alors la vue 7, c'est le château de Gondrecourt, la demeure de Raymond de Poulengy, qui jouera un rôle extrêmement important dans cette affaire pour conduire Jeanne à Chinon. Raymond de Poulengy avec Jean de Metz, son compagnon. Hein, Jean de Metz, qui est un personnage mystérieux, et donc dont on peut penser que ces deux chevaliers, ces deux nobles, ont certainement formé Jeanne à l'art de la guerre. Hein, on peut supposer. Absolument.
Absolument. On sait qu'ils fréquentaient la Maison des Arts, on sait que ce sont des nobles, ils ont un château. Le château de Gondrecourt est à 15 km de Domrémy. Il y a aussi, on sait que Jeanne fréquente ce château de Lille et qu'on ne la voit pas souvent là. Ah non, attendez, je vous arrête. Jeanne ne fréquente pas le château. Elle y habite. Ah, bon. À partir de 1420, Jacques d'Arc obtient un bail de 9 ans, donc qui va nous conduire jusqu'en 1429, c'est quel curieux hasard, pour louer et donc occuper la fameuse forteresse de Lille. Ça veut dire que si Jeanne a été effectivement élevée dans la petite maison bourgeoise que vous nous dites, à partir de 1420 jusqu'en 1429, elle a grandi à l'ombre des grands murs. C'est très différent parce que Jean de Nouvel-Ampont et Jean de Metz, qui venait régulièrement voir son père sous prétexte de relations comptables ou je ne sais quoi avec Baudricourt, en fait, il passait beaucoup de temps avec Jeanne d'Arc à l'éduquer, à l'enseigner et voire, j'allais dire, à l'initier. D'accord. Donc autour de Jeanne, il y a 3 grands nobles. Hein. Il y a Raymond de Poulengy, il y a Jean de Metz, oui. Personnage mystérieux. Oui. On nous dit d'ailleurs Jean de Metz. Jean de Metz. Il paraît qu'on ne dit pas Metz. Jean de Metz, oui. Oui. Et puis il y a le... Entre parenthèses, oui. Est-ce que vous connaissez le blason de la ville de Metz, encore à l'heure actuelle? Non. Mi-partie de sable et d'argent. Mi-partie de sable et d'argent. C'est-à-dire c'est le beau sang des Templiers. D'accord. Bon. Eh ben, on va venir doucement sur les Templiers. Oui, mais on y vient, on ne peut pas faire autrement. on va y arriver. Donc on va passer à la vue 8, qui est la chapelle Notre-Dame de Bernon, qui est on peut dire, cet ermitage dans la montagne où Jeanne va passer beaucoup de temps et que Jeanne, on sait qu'elle était extrêmement proche des franciscains. D'ailleurs, quand elle part de Domrémy et qu'elle apparaît à Chinon, elle est habillée en laïque franciscaine. Elle est habillée en laïque franciscaine, c'est-à-dire elle a les couleurs grises et noires, et elle est coiffée comme les femmes laïques franciscaines qui n'ont pas prononcé leurs vœux, hein, et ces femmes-là sont coiffées avec au bol. Au bol. Donc, oui. Sa coiffure au bol, c'est une coiffure de franciscaine. Et toujours, ces franciscains, d'ailleurs elle sera toujours entourée de franciscains, ont une idéologie chrétienne bien spécifique, qui est très proche de l'hérésie, hein, parce qu'ils haïssent la hiérarchie catholique, ils n'aiment pas le pape, ils s'en réfèrent à Jésus bien spécifique, qui est très proche de l'hérésie, hein, parce qu'ils haïssent la hiérarchie catholique, ils n'aiment pas le pape, ils s'en réfèrent à Jésus bien spécifique. Voilà, bon, là on en revient. Un petit problème, là, oui. Voilà. Et donc, là, on sait que Jeanne a une idéologie chrétienne qu'elle montrera en permanence, qui est une idéologie au moins de mépris par rapport à l'Église officielle, et elle s'en rapporte directement à Jésus, le roi du ciel. Alors on peut penser qu'elle a été formée chrétiennement à cette chapelle Notre-Dame de Bernon. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Jacques? La formation religieuse. Moi, j'ai une théorie qui va sans doute décoiffer énormément les dévots. Mais peut-être pas forcément les chrétiens sincères, dans la mesure où je crois que Jeanne était effectivement une fervente de Jésus.
mais pas du tout en accord avec le dogme imposé par l'Église en tant qu'hiérarchie. Et encore faut-il savoir de quelle hiérarchie on parle, puisque à l'époque, il y avait quand même 3 papes. Oui, c'est vrai. Et quelque temps plus tard, il se trouve que le comte d'Armagnac, dont je parlerai pour d'autres raisons, a écrit à Jeanne pour lui demander à quel pape il devait obéissance. C'est quand même très curieux qu'un comte, un haut personnage, demande à une bergère qu'est-ce qu'il doit croire. Elle lui a d'ailleurs pas répondu, elle lui a dit « quand je serai à Paris, on verra ». Donc elle s'était réservée. Et d'ailleurs, elle fait souvent des réponses évasives, hein. C'est un peu sa spécialité. Hein. Elle est très très ambiguë dans toutes ses réponses à son procès, on les comprend, on comprend ce qu'on a envie de comprendre. Bon, alors on va un petit peu avancer ou peut-être pas avancer. Bah oui, parce qu'on va faire une petite pause, là, il est l'heure. En plus. Il est l'heure pour une petite pause. Bon. On fait une petite pause et on revient à... Ils sont pas encore prêts. Ils sont pas prêts. Bon, alors, c'est Jacques qui va nous continuer à nous parler de la formation religieuse de Jeanne. Pour moi, la formation religieuse de Jeanne, elle est assez suspecte de paganisme. Pour une raison très simple, c'est que d'abord, elle va effectivement danser sous l'arbre de mai, avec qui n'est autre qu'un arbre au fait celtique. Oui. Elle va rendre régulièrement ses grâces, non pas à l'église de Don Rémy, mais à la petite chapelle de Greux, à quelques kilomètres de là, où se trouve une Vierge noire. Et oui. Or, les Vierges noires sont, je dirais, pas une invention, mais la propagation s'en est faite à partir de l'époque templière et de Saint-Bernard. C'est une espèce de décalage par rapport à l'optique vaticane. Alors, de là à en conclure que c'est une païenne, non. Bien au contraire, mais à mon avis, elle ne comprenait pas du tout le message religieux comme voulait le faire entendre l'Église. Ça, c'est clair, elle est totalement hétérodoxe. Hein. Complètement. Et pour ça, je pense qu'elle avait une sérieuse bonne raison, mais je vous le dirai à la fin. D'accord. On reviendra après là-dessus. Je ne sais pas si la régie est prête là pour faire la pause. Donc Jeanne, totalement hétérodoxe, elle montrera toujours au cours de son procès et de ses rapports avec l'Église. Elle est d'idéologie franciscaine, c'est-à-dire de mépris par rapport à la hiérarchie. Dans son étendard, il y a donc Jésus, donc, il y a l'adoration de Jésus, hein, avant toute chose, c'est-à-dire absolument du Fils et non du Père. Et donc, on a dit aussi qu'elle était jésuate, c'est-à-dire une petite secte franciscaine jésuate qui a été créée par Saint Colombini. Et donc, de l'autre côté de son étendard, il y a une colombe qui peut rappeler son adhésion à la secte des jésuates, cette secte justement qui n'adore que Jésus, et non pas la Trinité et le dogme officiel catholique. Voilà, donc dans tous ces rapports, on aura... Bon. Comme je vous ai dit, quand on en parlait en privé cet après-midi, je ne sais pas, je ne connais pas les jésuites, mais par contre, je pense, moi, davantage, plutôt que les jésuites ou même les franciscains, il y a une théorie franciscaine qui est intéressante, mais je pense plutôt au carme. Mais on n'est pas loin, c'est un peu le même fil philosophique, je dirais. Ouais. Ok, bah on fait la pause, on revient après, parce que il y a aussi, on fera des réponses aux questions, parce que vous avez beaucoup de questions, mais on est obligé quand même de laisser de la place à l'exposé. On peut pas, parce qu'en plus les questions. Ah oui, parce que on s'arrête. Il est loin d'être fini.
Voilà, on s'arrête tous les 5 minutes pour poser une question. J'ai vu, il y a pas mal de questions où on demande des précisions sur certaines choses, mais ça va être dur d'à chaque fois interrompre systématiquement. Il faudra qu'on fasse d'abord un exposé, puis ensuite, on reviendra sur les questions. Donc, on fait la pause. On va passer un fragment d'un film de Arte sur Jeanne, qui est pas trop mal, qui relate bien un petit peu les choses. Hein, et donc, c'est ce fragment qui montre Jeanne qui arrive à Chinon et qui a d'abord qui est interrogé par un certain nombre de docteurs de l'Église, en premier, d'ailleurs qui se moquent d'eux. Il y en a un qui parle mal le français. Et donc là, on voit que elle maîtrise parfaitement bien la langue de cour. Et le français, c'est un truc curieux pour une bergère. Et donc, on voit dans le film, à la fin, qu'à Blois, donc on lui donne une armure et une armée, et que ça se termine par la scène où elle chasse les folles femmes, hein, parce que dans toutes les armées de l'époque, il y avait des lots de prostituées, et donc elle les chasse de cette armée. Voilà. Eh ben, on va suivre ça, et puis on revient juste après. À tout à l'heure. Tout de suite, à vous la régie. Voilà, on est en direct. Est-ce que Jacques est avec nous? Est-ce que Jacques est avec nous? Non, il n'est pas avec nous encore. Bon, alors appelez Jacques, et là je fais la suite. On va essayer un peu d'accélérer, parce que finalement, pour parler de Jeanne la Pucelle, il faudrait beaucoup plus de temps encore. Donc on va ici un petit peu passer sur son... Alors on a vu un bout de film, hein, où on voit l'arrivée de Jeanne à Chinon, sa rencontre avec Yolande d'Aragon, le fait qu'elle est examinée par des prêtres qui l'interrogent une première fois pour voir si elle est réellement dans l'orthodoxie chrétienne, et puis on lui donne une armure. On voit on va parler plus tard de l'épisode de l'épée, et donc on la voit à la fin chasser les folles femmes, hein, les prostituées de son armée. Elle ne veut pas entendre parler. Et d'ailleurs, alors c'était quoi? C'était les prostituées. Alors ça aussi. Les folles femmes à l'époque, c'est les prostituées qui suivaient les armées dans des chariots. Des prostituées, comme tout simplement. Vous pensez au djihad de Syrie Non, voilà, c'est des prostituées qui suivaient l'armée, donc elle ne veut pas en entendre parler, et donc elle les chasse. Donc, on va essayer d'accélérer le mouvement. Donc là, on voit, donc elle part à Chinon, finalement, après certaines péripéties, dont une première quand même, quelque chose d'important, c'est qu'avant de partir à Chinon, elle va visiter le duc de Lorraine. Hein, le duc de Lorraine, pourquoi elle va voir le duc de Lorraine? Et puis là, elle court une lance. Alors souvent, il y aura ce terme-là, elle court une lance, et donc en fait elle fait un exercice à la lance contre les arbres, et donc le duc de Lorraine est émerveillé et lui offre un cheval. Elle couche une lance, hein, c'est pas non, elle couche une lance. Donc c'est le terme habituel utilisé à l'époque pour une charge à la lance. Donc c'est quelque chose où il faut une très grande habitude. Hein, voilà. Et donc on lui offre un cheval, et finalement la légende dit qu'elle aura plusieurs voyages à vos couleurs. Ça, on n'en sait trop rien, si c'est vrai, mais toujours est-il que c'est le messager royal lui-même, Collet de Vienne, qui vient la chercher. Donc on vient la chercher. Hein, Jeanne. Et donc là, si on monte la vue 10, on voit en gros comment elle est vêtue quand elle part. Hein, donc elle est vêtue en habit d'homme, avec l'épée au côté. Elle est en gris et en noir, et elle a une coiffure qui est celle des promises
pas aux jésuites, mais aux franciscains. Voilà, c'est-à-dire la coiffure typique du bol. Donc elle part avec Bertrand de Poulengy, avec Jean de Metz, Collet de Vienne, et donc il y a environ 500 km à peu près de parcours dans dans une zone qui est une zone hostile, et donc c'est une très très longue marche. Elle met une quinzaine de jours pour arriver, non pas. Alors là aussi, je donnerai la parole à Jacques, parce qu'il y a l'épisode de l'épée. Vous avez vu dans la petite vidéo qu'on a montrée, qu'on trouve une épée. Alors, elle arrive non pas à Chinon, mais elle arrive à Sainte-Catherine de Fierbois, qui est un endroit mythique. Alors donc là, il y a un peu une différence entre le mythe et la réalité. On dit que Sainte-Catherine de Fierbois, c'est l'endroit où Charles Martel aurait arrêté les Sarrasins, c'est au nord de Poitiers, et que là, on aurait construit une chapelle, et que finalement existeraient là des épées des temps mérovingiens ayant appartenu aux guerriers qui ont arrêté les Arabes. Donc là, il y a dans le mythe johannique, il y a aussi un symbole national de l'arrêt de l'invasion. Bon. Donc, elle passe de jour. Catherine de Fierbois, elle écrit au roi de France qu'elle va arriver, et elle arrive à Chinon. Elle arrive à Chinon, donc on va passer on va aller plus vite. Si on trouve le château de Chinon, bon, on le trouve pas, donc elle arrive à Chinon. Si vous le trouvez, vous le passez, peu importe. Et elle n'est pas reçue directement par Charles VII. Elle rencontre Yolande d'Aragon en premier. On le voit dans le petit bout de film, qu'est-ce qu'ils se disent. Peut-être qu'elle est briefée par Yolande sur effectivement la réalité du roi, qui est le roi, comment elle va le reconnaître. Donc, elle est, après plusieurs jours, elle est reçue par Charles VII. Donc c'est là qu'il y a une scène importante où elle reconnaît le roi. Alors on dit que c'est un miracle, qu'elle n'a jamais su qui était le roi. Enfin bon, elle devait connaître qui il était. Elle ils se mettent à part, dans une encoignure de fenêtre. Personne n'a pu jamais écouter ce qu'ils ont pu se dire, mais toujours est-il que, à la suite de ces mots qu'a dit Jeanne à Charles VII, Charles VII est bouleversé, il pleure carrément, et finalement il intronise Jeanne comme réellement quelqu'un proche de lui, puisque par la suite elle sera toujours assise à ses côtés, et donc tout le monde est stupéfait, parce que déjà quand elle rentre dans la salle, on voit, tout le monde croit que c'est un mec, parce qu'elle est habillée en mec, donc mais on voit les seins qui pointent quand même, tout le monde louera sa poitrine, elle avait une belle poitrine quand même, ce qui montre que c'est une femme. Et donc, au cours des présentations qu'il y a avec la noblesse, on lui présente le duc d'Alençon, le duc d'Alençon, et elle dit soyez le bienvenu. Donc c'est elle qui parle, donc non pas le roi. Soyez le bienvenu gentil duc, puisqu'elle l'appelle comme ça. Et donc il y a une fameuse phrase. Alors le problème, c'est que tout ça s'était rapporté lors du procès en réhabilitation en 1450, donc loin après.
et que toutes ces paroles-là ont été traduites en latin. Et donc, on sait que le latin, finalement, a une structure linguistique complètement différente du français, et ce qui fait que retraduire ce qu'elle a pu dire quand elle rencontre le duc d'Alençon, puisque c'est extrêmement important, le retraduire en français donc a donné lieu à une polémique à n'en plus finir. Donc, ça a été traduit par Quanto plures erunt de sanguine regis Franciae, in simul tanto medius. Donc, ce qu'on peut traduire peut-être de plusieurs manières, c'est autant nous serons de sang français, mieux cela sera. Alors là, donc Jacques va nous dire quelques mots là-dessus, pas trop parce il faut qu'on aille plus vite. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces paroles de Jeanne et qu'est-ce que ça veut dire au duc d'Alençon? Oui, oui. Il y a un truc très simple, c'est qu'il n'y a pas le problème nominal, pardon. Nous, la traduction, c'est quand nous serons ensemble, etc. Or, seront en français peut se dire première, seront S-E-R-O-N-T, S-E-R-O-N-S. Et toute la différence est là. D'accord. Voilà. Donc, on peut traduire les gens, soit les johannistes orthodoxes, ils traduisent par tant ils seront de sang français, donc voilà. Ça manque. Hein, et ceux qui pensent que Jeanne est de sang royal traduisent par tant nous serons de sang français. Et il faut dire que de ce latin-là, est-ce qu'on peut donner les deux versions ou non? Il faut s'attacher à d'autres paramètres pour pouvoir trancher. Oui. Mais bon, là, dans le livre que j'ai de Christian Borromée, pour lui, ça fait aucun doute. C'est que il dit, ayant bien étudié la question, c'est tant nous serons de sang français, hein, de sang royal, de sang royal français, hein, sanguine régis. Mon avis. Voilà. Donc c'est voilà. Donc ça, c'est une phrase extrêmement importante qui a donné lieu à des polémiques à n'en plus finir, puisque tout le monde s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'a pu dire Jeanne à Charles VII. Moi, je dis, personne ne sait, personne ne saura. Donc, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Alors, la problématique, évidemment, c'était la paternité de Charles VII. Hein. Donc, était-il le fils de Charles VI ou de Louis d'Orléans? Il y a de très fortes chances qu'il fût le fils de Louis d'Orléans. Hein. Et donc, Louis XI, son fils, disait à qui voulait l'entendre, je ne sais absolument pas de quel homme je descends, tant ma grand-mère était une grande putain. C'est ce qu'il disait de sa grand-mère. Bon, voilà, donc finalement, mais Louis d'Orléans est aussi de sang royal, et donc ça change, à mon avis, pas grand-chose quant à la descendance valois de la suite, finalement. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Je ne sais pas si toi tu peux dire quelque chose sur ce que Jeanne a pu dire à Charles VII. Jacques? À mon avis, elle lui a simplement révélé le secret de sa naissance à lui comme à elle. C'est-à-dire, en fait, qu'ils étaient frères et sœurs à 100%. Alors, ça devait être effectivement quelque chose de très important, parce que la chronique rapporte que Charles VII est réellement bouleversé. Il pleure, hein, et par la suite, il se comporte quasiment comme frère et sœur. Hein, après, voilà. Probablement, il l'était-il à 100%. Oh, mais l'histoire de la bergère, alors là, ça tient pas debout, franchement. Alors,
on va essayer d'aller plus vite. On va passer à la fameuse épée. Ça, c'est important. Et aux armes qui ont été attribuées à Jeanne la Pucelle, puisqu'elle ne prend pas les armes d'arc. Hein, elle va prendre les armes. Si vous trouvez la vue 29, qui est le blason 28 et 29, hein, qui est le certificat des armes de Jeanne et son blason, parce qu'il est extrêmement significatif, ce blason. Hein, Jacques, tu l'as en tête, ce fameux blason. Oui, couronné voilà. avec donc l'histoire de chaque côté, oui. L'histoire de l'épée, on lui fabrique une armure, d'ailleurs une armure qui n'a pas coûté trop cher, une armure assez simple, ce qui montre que peut-être qu'on n'avait pas encore une très grande confiance. Et donc on lui fait une armure et on doit lui donner une épée. Alors cet épisode est aussi extraordinaire, l'épisode de l'épée. Et elle dit non, me donnez pas d'épée, il y a à Sainte-Catherine de Fierbois, derrière l'hôtel, un endroit où il y a une épée. Alors la légende dit que c'est l'épée de Charles Martel, mais comment veux-tu avoir une épée? Alors on prend une épée, on la nettoie un petit peu, il y a un peu de rouille qui tombe et pouf, elle étincelle. L'épée. Bon, ça c'est la légende. Mais ça pouvait pas être une épée du 9e siècle du temps. Parce qu'elle n'aurait même pu exister. Hein. En 700 ans, elle aurait été prise par la rouille. Et c'est complètement invraisemblable que en plus, une épée mérovingienne n'a pas du tout la même forme qu'une épée du 14e, du 15e siècle. Fin 14e, début 15e siècle. Les épées sont pointues, triangulaires. Elles sont utilisées d'estoc et de taille, tandis que du temps des mérovingiens, on utilise les épées que de taille. Hein, elles sont rondes au bout. En plus, la garde est une garde, on monte toujours une garde qui est courbée vers la pointe, ce qui n'était pas le cas de l'époque mérovingienne. Et finalement, une autre thèse que va nous expliquer Jacques, c'est qui est complètement plausible historiquement, c'est que c'était l'épée de Du Guesclin. Hein, alors Jeanne était proche de la famille des Laval et des Du Guesclin, très très proche, et donc ce qui montre aussi son environnement dans on va dire dans le patriotisme français, hein, puisque clairement. Hein, Du Guesclin a quand même chassé les Anglais réellement en lui-même, et que cette épée est quand même quelque chose d'extraordinaire, son épée de connétable, et que l'épée du Guesclin a été offerte à Louis d'Orléans, hein, son père, le père son soi-disant, enfin, c'est ce qu'on pense être son père, et que finalement, le gendre de Louis d'Orléans l'aurait, à la mort par assassinat Louis d'Orléans, l'aurait déposé, donc ça c'est parfaitement historique, en ex-voto à Sainte-Catherine de Fierbois. Oui. Donc en fait, Jeanne va rechercher l'épée du Guesclin. C'est bien l'épée du Guesclin qu'elle recherche. Et que c'est l'épée de la France et de la chef de guerre de France. Et c'est cette épée, donc on voit, donc si vous pouvez vraiment passer cette vue 29, j'espère que ça marche, parce que ça c'est important de montrer le blason de Jeanne. Je le décris, donc c'est une épée triangulaire pointue, donc qui est d'époque, et qui passe au travers d'une couronne renversée, culbutée. Oui. La couronne est renversée. L'épée soutient la couronne. Voilà, et donc il y a cette épée dressée, c'est un symbole phallique. Hein, oui. Et donc cette épée de Du Guesclin offerte par son père, et la couronne, on peut penser que c'est la couronne de sa mère. Donc on voit bien que ici, il y a une connotation sexuelle complète. Moi, ça m'a frappé. Hein, ça passe l'image, c'est important de l'avoir. C'est le truc qui m'a frappé le plus. Et il y a deux côtés, deux fleurs de lys. Alors quand on voit
ça. À Don Rémy, c'est-à-dire que la couronne n'est plus culbutée et elle est au-dessus de l'épée, et donc tout le symbole disparaît finalement. Donc on a voulu effacer ce symbole absolu de la paternité, de la maternité de Jeanne, en plus l'utilisation des 2 fleurs de lys, enfin, toute l'histoire est dans son blason. Voilà. Bon, vas-y, tu peux dire un mot, Jacques. Coucou. Oui, bon, je n'irai pas jusqu'à tirer des conclusions d'ordre sexuel comme tu viens de le faire, mais une chose est certaine, à mon point de vue, c'est que effectivement cette épée avait été déposée comme ex voto dans la chapelle en question, et c'était donc l'épée de Du Guesclin. Or, cette épée est gravée de 5 croix. Voilà. Encore une fois, penser que c'était 5 croix templières. Je reviens à cette idée, non pas que je sois complètement omnibulé, mais simplement parce que effectivement, c'est un aspect des choses qu'on a trop souvent négligé. Et Jeanne de Laval, qui était donc la veuve beaucoup plus jeune du Guesclin à l'époque, était encore vivante. Et quand Jeanne est arrivée à Orléans, la première chose qu'elle a faite a été d'aller, soi-disant, faire une prière en l'église Saint-Samson, pas à la cathédrale, mais à l'église Saint-Samson. Et en sortant de là, elle a fait envoyer à Jeanne de Laval un petit anneau d'or. Pourquoi? Tout le monde se le demande encore. Mais, à mon sens, c'était un signal selon lequel tout était en ordre et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que l'église Saint-Samson d'Orléans, qui était le point essentiel, à mon avis, de son épopée, était encore en ordre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre l'histoire de Jeanne si on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Or, ce qui se passe à côté, c'est tellement déroutant et ça paraît tellement incohérent que on ne peut le concevoir qu'à partir de quelque chose en arrière-plan, quelque chose comme une manipulation créée de toutes pièces par un groupe influent. Et ce groupe influent, moi, je crois l'avoir trouvé dans la mesure où, depuis 3 siècles, à l'époque de Jeanne, il y avait à Orléans un ordre très particulier qui va faire bondir tous les amateurs d'énigmes et qui s'appelait, son siège était à l'église Saint-Samson, et cet ordre très particulier s'appelait l'ordre de Notre-Dame du Mont Sion. Or, l'ordre de Sion, on en a tellement entendu parler dans un certain nombre d'autres mystères, notamment à Rennes-le-Château, que parce que je suis orléanais, ça m'a accroché. Et j'ai donc fouillé un petit peu, et effectivement, je me suis rendu compte que depuis Louis VII et la 4e croisade, Louis VII avait installé à Orléans l'ordre de Sion dans l'église Saint-Samson, l'ordre du Temple dans l'église Saint-Sauveur et l'ordre de Saint-Lazare dans une petite bourgade à côté d'Orléans qui s'appelle Boigny. Or, il faut savoir que l'ordre de Sion, ou plus exactement de Notre-Dame du Mont Sion, qui est très différent, L'ordre de Sion, était quelque chose, était un ordre jumeau avec l'ordre du Temple, à tel point qu'ils ont partagé leurs 10 premiers grands maîtres. L'ordre de Sion étant un ordre, je dirais, philosophico-scientifique, voire politique, et l'ordre du Temple étant le bras armé. Exactement comme il se passe aujourd'hui avec
avec l'IRA, avec le FLNC, etc. Vous avez un mouvement politique et un mouvement armé. Eh bien, à l'époque, retour de Jérusalem, où les Templiers ou Sion, je ne sais pas lequel des deux, avaient trouvé des choses qui mettaient en doute le dogme du Vatican, les deux ordres sont restés associés pendant un certain temps. Et puis, c'est donc dans cette église Saint-Samson d'Orléans où il y avait le siège international de l'ordre de Sion. Et évidemment, il y avait les archives. Or, cet ordre de Sion est censé, si l'on en croit différents courants, protéger la lignée du Christ. Et que constate-t-on si on prend la généalogie de Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière? Eh bien, par les deux côtés, Jeanne remonte à Clovis et Clotilde. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Clovis et Clotilde. C'est très complotiste, mais ça va très bien avec notre chaîne de télé, quoi. Oui, non, mais je le fais pas exprès non plus, hein, c'est pas pour vous complaire, c'est juste que il y a des éléments qui convergent dans ce sens-là et que on peut pas nier les choses. Non. Alors, pour revenir à l'idée de Philippe le Bel dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que la guerre de 100 ans est née à la suite du manque, à la suite des rois maudits, enfin de l'histoire des rois maudits et de la malédiction de Jacques de Molay. Ok. Philippe le Bel n'avait plus d'héritier mâle, la couronne est passée à côté, mais il y restait quand même effectivement un héritier par les femmes qui était le roi d'Angleterre. Or, les Templiers se sont jurés de ne jamais accepter l'idée qu'un descendant de Philippe le Bel, quel qu'il soit, puisse obtenir la couronne de France. Et que constate-t-on? Je résume, parce que maintenant il faut aller assez vite. Et que constate-t-on dans l'histoire de Jeanne d'Arc et de Charles VII? C'est que d'un côté, on a effectivement les Anglais et les Bourguignons qui sont justifiés, les Bourguignons, à prétendre éventuellement à la couronne. Mais de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les Orléans et surtout les Armagnacs. Or, il n'y a pas, que je sache, aucun prétendant d'Armagnac à la couronne de France. Mais on l'apprendra beaucoup plus tard, sous Napoléon. Un certain Fabré Palaprat dévoilera ce qu'on appellera la charte de l'Arminius. Et qu'est-ce que c'est cette charte de l'Arminius? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la liste de tous les grands maîtres de Templiers qui se sont succédés après Jacques de Molay. Après le bûcher de l'île aux Juifs à Paris. Et dans cette liste, eh ben, on constate un certain nombre de noms, notamment celui de Duguesclin. Duguesclin, qui est pratiquement l'un des plus importants personnages de l'histoire de France après Jeanne d'Arc, en fait, qui était avant, puisque c'est 50 ans avant à peu près, était donc, selon cette liste, le grand maître du temple occulté. Et à mon avis, c'est pas par hasard si il a été nommé Maréchal de France. pas maréchal de Connétable. Oui, connétable. Voilà. Et c'est pas non plus un hasard s'il a pu entraîner à sa suite, de manière assez difficile à comprendre, ces soi-disant bandes de soldats égarés qui payaient la France. C'est pas non plus par hasard si sa rançon a été évaluée à celle d'un roi.
et quand il disait même les fileuses de France se feront un plaisir, effectivement, de. Et puis, je te coupe juste 30 secondes. Moi qui habite Saint-Denis, je croise du Guesclin presque tous les jours parce que je vais à la Oui, tout le temps. Et c'est le seul qui ne soit pas de sang royal, qui soit exactement. de Saint-Denis. Hein. Exactement, parce qu'il avait rang équivalent. Or, que trouve-t-on également à la suite du Guesclin dans cette fameuse charte de l'Arminius? Eh bien, à l'époque de Jeanne d'Arc, on trouve 3 comtes d'Armagnac qui se sont succédés au magistère, c'est-à-dire en tant que grand maître du temple, au moment de Jeanne d'Arc. Et là, on comprend d'un seul coup les choses complètement différemment. Parce que si effectivement, on peut dire les Armagnac étaient avec Charles VII, mais qu'à la place d'Armagnac, on remplace le mot par grand maître du temple, les Templiers sont avec Charles VII. Et là, on explique tout. Parce qu'effectivement, il n'était pas question pour eux d'accepter qu'un roi d'Angleterre, descendant de Philippe le Bel, accède à la couronne de France. Alors, Jacques, juste 30 secondes. On va essayer d'aller vite. Hein, et c'est très intéressant ce que tu nous dis. On va parler des Écossais. On dit qu'il y a à peu près 600 Écossais qui sont à Orléans. Dans la ville d'Orléans, oui. Et donc, on sait que les Écossais ont combattu vaillamment aux côtés des Français, que même Charles aura une garde écossaise et que vont s'établir d'ailleurs en France. Hein, voilà. Donc, et pourquoi écossaise? Parce que à la suite de l'abolition du Temple, le 13 octobre 1407, beaucoup de Templiers se sont réfugiés en Écosse. Allô? Oui, oui, alors, bon. Donc c'était normal en fait de retrouver les Templiers dans l'armée aux côtés de Jeanne d'Arc parce que justement par rapport à ce rapport avec les Templiers, c'est pour ça qu'on retrouve les alors Écossais. on sait effectivement d'ailleurs que dans Orléans, il y a des gens de l'ordre de Rhodes. Alors je ne sais pas quel est l'ordre de Rhodes. C'est les Templiers. Ce sont les Templiers. Et donc même dans la chronique de la libération d'Orléans, quand l'armée de Jeanne prend le fort des Tournelles, hein, d'un côté, donc les habitants d'Orléans voient que finalement les Français vont vaincre les Anglais, donc le pont d'Orléans, vous pouvez passe la vue 22 par exemple, hein, le pont dont on a abattu des arches pour empêcher les Anglais d'arriver, eh bien le premier à passer sur les planches qu'on a mis, c'est un chevalier de l'ordre de Rhodes. C'est la chronique qui le dit, hein, qui est le premier à rentrer dans les tournelles de l'autre côté. Voilà. Bon, tout ça, évidemment, va dans ce sens-là. Et effectivement, c'est une thèse. En fait, il y a dans cette affaire un lien global entre Jeanne, les Armagnac, la maison d'Anjou, hein, puisque les Anglais vont la traiter de putain d'Armagnac, putain des Armagnac. Quand elle va aller à Orléans sur le pont et parler avec Glasdale ou Glacidas, là, on va la traiter de putain d'Armagnac. Donc le lien avec du Guesclin qui est attesté, donc la famille Laval, complètement. Tout ça c'est historique, c'est pas du flan, c'est pas des histoires. L'histoire de l'épée de Fierbois mis en ex-voto, l'épée du Guesclin, tout ça avec les cinq croix. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'est devenu cette épée. On dit qu'elle l'aurait cassée sur le dos d'une prostituée, mais enfin, ça paraît invraisemblable. Mais bon, cette épée a disparu. Et donc, il y a là un lien global qu'on arrive finalement à comprendre, puisque même, ce que tu m'as dit, je ne sais pas si tu l'as redit, que René d'Anjou, il était grand maître aussi de cet ordre-là? Pas des Templiers, mais de l'ordre de Sion.
Ah, de l'ordre de Sion. Mais l'ordre de Sion, c'est un ordre qui est parallèle à l'ordre du Temple. Et comme je l'ai expliqué, c'était Face politique. la tête et le temple était le bras.